Voilà, bah, écoutez, on va démarrer, ça fera venir les participants. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au prix structuré et à la maîtrise de son approvisionnement en électricité. Donc, moi, je suis Laurent Ornez, je suis principal dans le cabinet de conseil EMI, qui est un cabinet de conseil avec une partie, une expertise consacrée donc à l'optimisation des dépenses d'énergie, au financement de l'efficacité énergétique. Et donc, je suis accompagné d'Agnès. Voilà, Bonjour, donc Agnès de Visser, consultante voilà, dans l'équipe énergie. et voilà. Et donc, nous allons passer à peu près 40-45 minutes ensemble sur ce webinaire. On va passer au sommaire. Donc, je vais commencer, voilà, simplement pour vous présenter le sommaire. Donc, on va revenir déjà rapidement sur ce que c'est que l'approvisionnement en électricité en rappelant quelques fondamentaux. On essaiera aussi de s'intéresser un petit peu au passé, aux différents prix, faire quelques statistiques pour essayer de tirer des enseignements avec des questions qui nous reviennent souvent sur justement sur les prix et comment est-ce que les prix sont, est-ce qu'ils sont plus ou moins élevés l'été que l'hiver et les évolutions. Ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet avec justement un focus important sur les achats structurés, c'est les différents types de prix, comment les choisir avec les différentes caractéristiques. Et puis ensuite, on terminera sur la fixation de son prix, notamment dans le cadre des achats à clic. Et on terminera voilà, au bout de 35-40 minutes avec des questions-réponses. Donc, vous avez un module d'ailleurs de questions-réponses que vous voyez normalement dans votre fenêtre en bas. Donc, plutôt privilégier ce module de questions-réponses que le module de discussion. C'est ce qui nous a été recommandé par l'organisation. Voilà, donc je laisse la parole à Agnès, donc, qui va commencer donc, avec les premières parties, et je vous rejoins dans quelques instants avec la partie achat structuré. À tout de suite. Agnès, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc là, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de faire un focus sur la partie fourniture, mais on voulait reprendre avec vous les fondamentaux, on va dire, d'une facture d'électricité. Donc, on retrouve bien sûr sur une facture d'électricité la partie fourniture qui correspond à l'électron. Et donc, dans cette partie fourniture, on a bien sûr donc le base load, le peak load, la REN, mais aussi des surcoûts qui sont des obligations pour les fournisseurs comme la capacité, les C2E et le cas échéant, si vous souhaitez verdir votre consommation, les garanties d'origine. Ensuite, on a la partie acheminement, donc qui correspond en fait au coût de transport et de distribution supporté par RTE et Enedis, qui est refacturé sur votre facture d'électricité, donc qui est bien sûr défini par le barème TURP. Et ensuite, on a les taxes et contributions, donc la majoritaire, la TICFE, mais aussi les taxes locales et la CTA. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur la partie base load, peak load, AREN, donc qui correspond vraiment à l'approvisionnement pur de l'énergie sur les marchés. Donc sur cette slide, vous voyez en fait une représentation d'un profil de consommation d'un consommateur lambda et aussi le découpage. Donc c'est ce qu'on appelle le base load, le peak load. Donc ce sont différents produits qui permettent d'approvisionner votre consommation d'électricité. Et à côté, donc à droite, il y a bien sûr la partie qu'on appelle l'AREN, donc qui peut remplacer du base load. Et donc ces ratios AREN, peak et base load dépendent bien sûr de votre profil de consommation. Donc, ces fameux produits, on peut les sourcer via différents mécanismes et marchés qu'on va maintenant vous décrire. Donc, le premier, c'est la bourse de l'électricité, donc qui est publiée sur EEX. Donc, en fait, c'est un marché à terme, donc c'est-à-dire que les achats se font en amont de la période de livraison. Donc, c'est sur ce marché-là qu'on peut sourcer ces volumes base load et peak load. Donc, on a différentes granularités. Donc, on peut sourcer sur des produits calendaires, mais aussi trimestriels, mensuels, etc. Donc, en général, ce sont des briques de 1 MW, voire 0,5 MW qui sont possibles, qui sont sourcées sur ce marché-là. Donc, on a bien sûr des cotations en OTC, donc c'est-à-dire over the counter, donc directement de gré à gré pendant la journée, ou alors au prix de clôture qu'on appelle aussi settlement price. Et donc, comme je disais, c'est une livraison en amont. Donc, actuellement, le calendar est coté jusqu'au début du milieu d'AL-4, donc 4 années précédentes et jusqu'à décembre de l'année précédente, l'année de livraison. Donc, vu que c'est un marché à terme, on a justement des phénomènes de spéculation qui peuvent avoir lieu.
Un autre mécanisme, c'est l'AREN, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc, je pense que voilà, c'est un sujet qui a été largement abordé pendant ce forum Europe Énergie. Donc, c'est l'obligation que a EDF de commercialiser jusqu'à 100 TWh à 42 €. Donc, actuellement, c'est un mécanisme qui n'est pas satisfaisant parce que, d'une part, on a l'écrêtement depuis 2018. Les fournisseurs alternatifs ne sourcent pas l'ensemble des volumes qu'ils souhaiteraient à l'AREN. Et de l'autre côté, le 42 € du mégawattheure ne permet pas pour EDF de contribuer, de continuer à investir dans ce parc nucléaire. Et en troisième marché, donc on a le marché physique, qu'on appelle aussi spot. Donc ça, c'est vraiment un marché où on achète la veille pour le lendemain avec une cotation heure par heure. Donc, comme je disais, à contrario du marché à terme, donc sur EEX, où il y a de la spéculation, le marché spot, lui, reflète vraiment l'état actuel, l'état en temps réel, en fait, de la production d'électricité en France. Et donc, notamment, s'il y a des aléas liés à la météo ou alors des baisses ou des hausses de consommation, on sent l'impact sur ce marché. C'est notamment pour ça qu'on voit des prix négatifs à certains moments. Et la dernière source d'approvisionnement identifiée, c'est les Corporate Power Purchase Agreement, donc les PPA. Donc, ce sont en fait directement des contrats qui sont signés entre un consommateur et un producteur. Donc, généralement, c'est d'origine renouvelable. Donc, c'est des contrats qui sont à plus ou moins long terme. Donc, on peut aller de 3, 4, 5 ans jusqu'à 20 ans en fonction du type de projet, en fonction voilà, de la source de financement. Donc, justement, ce type de contrat permet d'une part de verdir sa consommation, de participer au développement des ENR, notamment avec l'additionnalité sur des contrats plutôt à très long terme, et aussi de fixer son prix finalement sur une partie fixer son prix donc en fonction de la durée du contrat du PPA, mais à un prix fixé puisque vous êtes directement en lien avec le producteur ENR. Dans cette partie, on souhaitait échanger avec vous sur quelques éléments qu'on a retirés de nos analyses sur l'historique du marché de l'électricité. Donc, sur cette slide, en fait, vous voyez superposé donc pour les années 2012 à 2021 l'ensemble des prix cotés en AL-1, c'est-à-dire l'année précédant l'année de livraison. Donc, 2012, par exemple, les prix qui ont été cotés en 2011, etc. Et donc là, on voit superposer. Donc, finalement, ça semble assez anarchique et on ne voit finalement pas de période plus propice qu'une autre où on voit une baisse du marché, donc par exemple en été ou en début d'année ou en fin d'année. Donc globalement, en fait, chaque année de livraison est différente d'une année à l'autre et donc on ne voit pas de schéma qui permettrait de se dire il vaut mieux toper à telle ou telle période. Dans cette slide, donc sur ces slides, en fait, on représente les variations consécutives dans un même sens. Donc, c'est-à-dire sur la partie gauche, en fait, vous voyez le nombre de jours consécutifs où on a eu une hausse ou une baisse. Et donc, l'idée, c'est de vraiment voir quelle est la fréquence de ces événements. Donc, combien de jours, combien de fois, combien en pourcent, on observe finalement 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, X jours de baisse consécutive ou de hausse consécutive. Donc là, vous voyez que les courbes rouges et verte se superposent, donc on voit vraiment un comportement identique. Et donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est dans cette analyse-là, c'est que quand justement on a déjà 2 jours d'affilée où on a eu une hausse ou une baisse, il y a finalement moins de 25% de chances qu'il y ait un 3e jour dans le même sens. Donc, c'est-à-dire que, voilà, parfois sur le marché, quand on souhaite toper, on voit qu'on est sur une période de baisse sur 1, 2, 3 jours. Il faut se dire que voilà, si déjà vous avez eu 2 jours de baisse, le 3e jour, ça risque d'être une hausse, donc n'hésitez pas à toper directement. Et idem, donc sur la partie droite, en fait, vous avez en euros du mégawattheure. Donc, c'est-à-dire si vous avez eu 20 centimes de baisse le premier jour, plus 30 centimes de baisse le 2e jour. Donc, on se retrouve avec 50 centimes de baisse, bien, etc. On superpose en additionnant. On voit que, pareil, quand vous avez déjà eu 1 euro du mégawattheure de baisse cumulée, finalement, vous n'avez plus qu'une chance sur 4 que la baisse continue. Donc, c'est-à-dire que le jour d'après, la baisse risque d'être terminée, ce sera plutôt une augmentation.
Dans cette slide-là, donc on a beaucoup abordé aussi le sujet dans ce forum Europe Énergie, du lien justement entre l'électricité et le CO2. Donc justement sur ces slides-là, on voit particulièrement qu'avant 2018, voilà, le comportement, donc les prix étaient en dessous de 10 € de la tonne pour le carbone, donc la courbe bleue foncée. Et donc on voit que voilà, le prix de l'électricité n'était pas forcément, voilà, ne suivait pas du tout la même tendance. Et depuis 2018, donc on voit surtout déjà que le prix de la tonne de CO2 a été multiplié par 7 et aussi que les tendances se suivent en fait finalement entre le carbone et le CO2. Et si on continue notre analyse donc, sur ce lien entre le carbone et le CO2, le carbone et l'électricité, pardon, en fait sur ce graphique-là, vous voyez représenter en fait le prix de l'électricité en fonction du prix du carbone, sachant qu'un point représente finalement un jour de cotation. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que quand le prix du carbone était en dessous de 30 € de la tonne, donc comme vous voyez un peu ce qui se passait avant 2018, on avait vraiment, voilà, on ne voit pas de figure se dessiner précisément, c'est plutôt anarchique. Et par contre, depuis que la tonne de carbone a dépassé les 30 € du mégawattheure, on voit vraiment une corrélation donc, qui est linéaire entre ces deux commodités. Donc là justement, c'est la courbe qui est représentée en bleu clair en pointillé. C'est justement depuis 2020, c'est vraiment cette corrélation qu'on voit. Et ce qu'on voit surtout, ce qu'on peut en tirer de cette corrélation, c'est que globalement, quand 1 € de la tonne de CO2 prend 1 €, on retrouve finalement 70 centimes en plus sur le prix du mégawattheure. Et donc, on peut se demander si cette corrélation va se poursuivre et d'autant plus quand on voit que certains spécialistes annoncent de manière voilà, optimiste, on voit même des projections à 150, 200 € de la tonne, quel serait le prix de l'électricité dans ce cas de figure. Donc, dans l'hypothèse, bien sûr, que cette corrélation et que entre le carbone et le baseload continue, on se retrouverait finalement avec un prix du baseload autour de 100 € du mégawattheure si la tonne passe aussi à 100 € de la tonne. Et donc, sur cette dernière slide, on voulait aussi comparer le prix du baseload avec le prix du spot. C'est-à-dire, ici, en bleu, la courbe bleue, vous voyez, c'est la courbe en fait, du baseload côté l'année précédant la livraison. Ensuite, vous avez en bleu foncé donc les paliers. Donc, ça représente en fait la moyenne du calendar sur l'année, bien sûr, précédant l'année de livraison. Et en rouge, vous voyez en fait la moyenne du spot. Donc, le spot finalement qui a été coté vraiment pendant l'année de livraison et pas en amont. Donc, c'est finalement en fait quand vous faites ce choix entre est-ce que je cote sur du baseload en marché à terme ou sur du spot, finalement, c'est un choix que vous devez faire en amont parce que vous ne pouvez pas, vu que le spot va être justement coté pendant l'année de livraison, donc au fur et à mesure que vos consommations vont se réaliser, vous ne pourrez finalement arbitrer que sans savoir finalement quel sera l'état du spot l'année d'après. Et ce qu'on constate, donc, c'est que sur les 8 dernières années, on a fait cette analyse-là. Sur 6 d'entre elles, en fait, finalement, le spot était plus intéressant que le prix du calendar. On peut même voir que pour certaines années, donc par exemple l'année de livraison 2014, le spot était à 35 € et à aucun moment, en fait, le prix baseload, donc coté en amont, n'a traversé cette moyenne. Donc, c'est-à-dire que si vous cotiez sur le marché à terme, vous étiez forcément à un prix plus haut que la moyenne. Donc là, on voit que pour l'exercice 2021, donc à l'heure actuelle, la moyenne du spot est bien supérieure à la moyenne du calendar. Donc ça s'explique parce que l'année 2021, donc qui a été cotée l'année dernière, donc en 2020, avec les crises et confinements qu'on a connus, ont vraiment tiré la moyenne du calendar vers la baisse. Et pour le moment, bien sûr, le spot, ce sont principalement des mois d'hiver et donc une seule partie finalement de l'année. Et donc maintenant, je vais redonner la parole à Laurent pour se pencher sur les structures de prix. Merci Agnès. Voilà, donc on aborde une nouvelle partie consacrée justement aux différents types de prix, notamment rentrer gentiment sur le sujet avec cette première typologie de prix très simple, très classique, qui est finalement assez proche de ce qu'on avait historiquement avec le tarif réglementé, c'est celle du prix fixe. Donc c'est un prix qui est fixé à la signature, où vous fixez votre contrat donc pour 1, 2, 3 années ou 4 années actuellement.
Donc, vous voyez sur ce graphique, on a mis des petits curseurs en bas à droite pour essayer de représenter différentes caractéristiques des typologies de prix qu'on va vous présenter au fur et à mesure, avec donc complexité application, maturité, exposition au risque et captation d'opportunités. Alors, évidemment, ce qu'on a mis avec les petits curseurs, il y a forcément une part de subjectivité et c'est tout à fait challengeable et à votre écoute si vous avez une opinion différente, mais en tout cas, on va essayer de justifier un petit peu ces positionnements. Donc, typiquement, sur cette partie prix fixe marché, donc, comme je le disais, donc on fixe à la signature un contrat et on ne s'intéresse plus et c'est fini. Donc là, je ne parle pas d'arène, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment un contrat qui est indépendant de toute arène. Et alors évidemment, en ce moment, ce n'est pas tellement c'est a priori une configuration qu'on ne va pas ou peut rencontrer puisqu'on est très largement au-dessus de l'arène. Mais sachez que en fonction de vos volumes, notamment si vous avez des volumes qui ne sont pas forcément très élevés, des fournisseurs acceptent d'avoir des prix finalement en 100% marché, donc qui vont intégrer une part d'arène, mais qui ça va être un arène masqué, c'est-à-dire qui ne vous répercuteront pas les écrêtements, les éventuelles évolutions de l'arène qu'on verra après. Donc ça existe. Évidemment, le fournisseur va se prendre une marge, mais par rapport à toutes les incertitudes législatives et autres. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pourriez avoir. Et l'avantage de ça, c'est que évidemment, la complexité, elle est minimale. Voilà, une maturité, on aime dit minimale parce que, encore une fois, c'est proche de ce qu'on avait historiquement avec le tarif réglementé qui évolue qu'une fois par an. Par contre, un peu de façon peut-être contre-intuitive pour certains, c'est une exposition au risque que nous, on estime comme étant assez forte parce que finalement, au moment où vous cliquez, eh bien, vous ne savez pas, évidemment, comment va évoluer le marché dans les mois et années à venir. Donc, si vous cliquez sur 3 ans, alors évidemment, si vous êtes sur un marché qui va être que haussier, ça aurait été une très bonne opportunité. Si à un moment donné, le marché a été baissier, vous ne pourrez pas profiter de ces opportunités. Donc, c'est assez paradoxal, mais il faut vraiment se dire que quand vous cliquez à la signature et que vous fixez votre prix sur les 1, 2 ou 3 ans, eh bien, vous prenez le pari quelque part entre le moment où vous signez et peut-être potentiellement les 2 ou 3 prochaines années, le marché va être systématiquement tous les jours, les 365 jours fois le nombre d'années signées, au-dessus de votre prix actuel. Donc, c'est possible. On l'a vu juste avant que les tendances les fondamentaux du marché actuellement, ils étaient extrêmement haussiers. Après, on pourra revenir peut-être à la fin du webinaire. Il faut aussi se souvenir que le marché n'a cessé de fluctuer, d'augmenter. On a connu par le passé des périodes de forte hausse et ensuite des fortes baisses. Donc, on peut aussi espérer, on l'espère tous, je crois, qu'on ait de nouveau des périodes de baisse dans les mois ou années à venir. Donc, exposition au risque potentiellement maximale et un petit curseur d'opportunité qui n'est pas quand même complètement minimal parce qu'effectivement, a fortiori, si on est à des prix de marché qui sont très bas, qui sont très intéressants, ou si par exemple, par rapport à votre budget de référence, vous vous trouvez dans des niveaux de prix qui sont intéressants, effectivement, ça peut valoir le coup de figer les prix. On va passer à la catégorie suivante. Donc, là aussi, c'est une structure de prix qu'on retrouve aussi beaucoup en ce moment. C'est un prix fixe avec une indexation arène. Donc là, on est bien, la partie arène est bien intégrée dans le prix. Donc, c'est un petit peu plus complexe parce qu'évidemment, vous avez cette arène et cette incertitude aussi sur l'écrêtement, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, on dépasse largement, la demande excède largement l'offre en matière d'arrêt. Donc, on a des écrêtements qui sont supérieurs à 30% depuis ces 2 dernières années, qui sont probablement même supérieurs. Donc, on a l'inconvénient, c'est que on faut attendre justement les annonces de la CRE de début décembre, fin novembre, début décembre, et puis les prix de rachat de cette période pour pouvoir savoir à quelle sauce vous allez être mangé sur ce coût d'écrêtement. Donc, une complexité qui est un peu plus grande parce que justement, il y a cette arène, il y a ces volumes arènes, savoir exactement à quel volume vous pouvez être éligible. Il y a cette incertitude sur l'évolution de l'arène. On a mis une exposition forte au risque parce qu'on la considère comme encore plus forte que le point précédent, encore une fois, parce que justement, sur cette évolution de l'arène, vous avez dû entendre depuis pas mal d'années, justement, beaucoup de sujets sur l'évolution de l'arène qui devait passer à 44 puis 46, même dès le début de l'arène. Souvenez-vous, au tout début des années de la décennie 2010, on évoquait déjà des hausses de l'arène, puis finalement qui n'ont pas eu lieu. Puis il y a 2 ans, c'était pareil, c'était quasiment acté, et puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Il devait y avoir la hausse du plafond. Bref, c'est quand même très incertain. Et on a toujours cette exposition par rapport au prix de la signature. Donc, une captation d'opportunité finalement assez faible dans cette configuration.
on passe à la configuration suivante. Et là, on va être sur on saute quelques caps, quelques crans en termes de complexité et de maturité avec les prix à clic, avec donc, trois nouvelles notions qu'on aborde, les prix à clic, les swaps et l'écrêtement. Alors, et la surcouverture écrêtement. Alors, les prêts à clic. Bon, je pense que voilà, l'auditoire du Forum Europe Énergie, vous connaissez bien cette notion de clic. Donc, effectivement, c'est la possibilité non pas de fixer au moment de votre contrat, enfin, les prix pour la durée de votre contrat à la signature, mais de le fixer en 1, 2, 3, 4, 10 clics en fonction évidemment de votre volume, en plusieurs prises de position. Donc, c'est plus complexe, ça demande un peu plus de maturité. C'est potentiellement un peu moins d'exposition au risque parce que justement, vous allez lisser dans le temps vos prises de position. Donc, quelque part, vous allez pouvoir profiter des baisses et potentiellement des hausses. Donc, vous ne ferez pas de coûts. On est dans une logique, donc potentiellement, c'est paradoxalement une logique un peu plus bon père de famille, c'est-à-dire que c'est comme si quand vous achetez en bourse, hein, si vous achetez tout à l'instant T ou si vous lissez vos achats, eh bien potentiellement vous lissez vos risques, donc potentiellement c'est moins risqué. Évidemment, et on le verra justement sur la partie d'après, il faut savoir cliquer, il faut savoir le faire au bon moment, parce que sinon vous prenez potentiellement des gros risques quand on est sur des marchés haussiers comme actuellement. Donc voilà, cette notion de clic. Alors, sur lesquels vous pouvez cliquer l'intégralité de votre base et votre pic, et puis ensuite faire un swap arène, puisque aujourd'hui, dès lors que le prix de marché effectivement sera supérieur au prix de l'arène, eh bien à un moment donné, vous pourrez faire un swap arène dès lors que voilà, cette arène sera toujours inférieure au prix de marché. Alors là, je fais la distinction entre, encore une fois, un prix 100% marché avec swap arène, et je fais la distinction avec ce qu'on verra juste après, avec un prix qui est une prix à clic avec une indexation arène. Là, si vous voulez, vous pouvez potentiellement presque spéculer aussi sur le swap arène. Donc, typiquement, en ce moment, ça aurait été potentiellement une bonne approche, puisque vous avez aujourd'hui des prix de marché qui sont croissants, et si vous faites un swap arène avec des prix de marché qui sont très élevés, vous pouvez faire un gain qui peut être encore maximal par rapport à des prises de position qui auraient pu être faites précédemment. Donc, ça, c'est la décorrélation du swap arène des prises de position est intéressante. Un autre point aussi qu'on évoque sur ce slide, c'était la surcouverture arène qu'on voit. Voilà, on revient sur ce stade, c'est la surcouverture arène. C'est quoi? C'est-à-dire que comme vous savez que l'arène va être écrétée à la fin de l'année, puisque il y aura plus de demandes que d'offres, il peut être intéressant d'anticiper cet écrêtement et de se dire je vais le couvrir. Comme on sait qu'on va être au moins à 30%, on devrait être au moins à 30% d'écrêtement, eh bien, on peut d'ores et déjà aussi essayer de négocier avec son fournisseur une surcouverture de cet écrêtement en 1, 2, 3 ou 4 clics, parce qu'effectivement, ça évitera d'avoir la mauvaise surprise en fin d'année sur le prix, sur les rachats de 35% de votre volume au prix du mois de décembre en une seule fois. Donc, peut-être que ça serait une bonne chose si les prix sont bas, mais si les prix sont maximales au mois de décembre, vous n'aurez d'autre choix que de toute façon que de couvrir que d'acheter cet écrêtement. Et donc, ça crée de l'incertitude budgétaire, d'autant que souvent les budgets sont réalisés au mois de septembre-octobre. Là, ça intervient très tard, c'est le mois de décembre, et puis c'est un peu le coup près, c'est du bon côté ou c'est pas du bon côté. Donc, ça peut être aussi intéressant de surcouvrir cet écrêtement en amont, d'autant qu'encore une fois, 30% du volume, c'est pas rien. Si on passe à la slide suivante, justement, donc c'est quelque chose qu'on rencontre aussi peut-être un peu plus souvent et qui est peut-être un petit peu moins complexe, puisque là, on va cliquer uniquement les volumes base et pics qui sont hors arène, puisqu'en fait, tout votre volume, votre prix va être établi sur la base d'une indexation arène. Donc, vous voyez que le volume, là, par rapport à l'histogramme, les volumes base et pics sont beaucoup plus faibles. Donc, finalement, vous êtes déjà sécurisé sur une bonne partie de votre volume. Donc, la range, généralement, c'est en fonction de votre profil de consommation, 70, 80, 85. Évidemment, il y a certains profils, c'est même plus de 90 ou 95% d'arène. Donc, il n'y a pratiquement plus rien à cliquer en base et en pic. Et c'est justement un petit peu l'inconvénient de ça. C'est-à-dire que finalement, dans une configuration comme ça, où vous avez beaucoup d'arène, eh bien, en base et en pic, il ne vous reste quasiment plus rien à cliquer. Pourquoi? Parce que
pour avoir des clics, c'est un minimum d'1 mégawatt. Donc, c'est-à-dire par certains fournisseurs, c'est 0,5 mégawatts. Donc, c'est-à-dire, si on prend 1 mégawatt, c'est 8,7 gigawattheures. Donc, pour pouvoir avoir des volumes en base et en pic qui fassent au moins 8,7 gigawattheures, si on retire la reine, bah, ça veut dire que vous êtes déjà un consommateur d'une certaine taille, avec plusieurs dizaines de gigawattheures ou plus. Donc, si vous voulez encore avoir un certain nombre de clics, finalement, il faut que vous soyez gros consommateur. Ou alors, on revient à la situation précédente que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir plutôt un prix 100% marché avec un swap à reine. Dans cette configuration-là, il ne faut pas oublier que vous aurez toujours la possibilité de surcouvrir la reine. Encore une fois, si vous êtes dans une configuration comme ça, vous avez la possibilité d'avoir un écrêtement important. Donc, vous pouvez couvrir en amont et potentiellement, vous pouvez même avoir plus à cliquer sur cet écrêtement à reine que sur les volumes base et pic. Je reprends mes exemples de tout à l'heure. Si vous avez 90% d'arène, si on prend 35% d'écrêtement, vous allez avoir pratiquement 30% de volume écrété en proportionnel. Et vous n'aurez que pratiquement 5-10% en base épique. Donc, vous avez plus à cliquer sur l'écrêtement reine que sur les volumes base épique. Donc, vraiment penser à cette surcouverture écrêtement. Et dans l'hypothèse où les marchés viendraient à baisser fortement en dessous de la reine, vous pouvez inversement penser à faire un swap marché. Et ça, parce que les swaps à reine ou swap marché, ça marche dans les deux sens. Donc, vous avez toujours la possibilité, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, notamment lors du premier confinement, où les prix de marché sont descendus en dessous de la reine. Donc, même en ayant un prix à clic indexé à reine, pour ceux qui avaient pensé à négocier cette clause de swap marché dans leur contrat, c'était l'occasion de faire un swap marché qui n'empêchait pas de refaire un swap à reine derrière, justement quand les prix de marché sont remontés. Donc là, c'était évidemment tout bénéfice, tous ceux qui ont réussi à penser, qui ont eu l'opportunité à la fois contractuelle et le temps de réaliser ces swaps, ça permettait finalement de maximiser évidemment le prix de fourniture, puisqu'on pouvait se retrouver avec des prix finalement de fourniture encore en dessous des prix des 37 € du mégawattheure. Donc là, c'était la configuration optimale l'année dernière. Évidemment, en ce moment, on n'a pas ces opportunités, on en est très loin. Donc le swap marché, il paraît un peu éloigné. En tout cas, voilà, ça existe. Donc, c'est une complexité un petit peu moindre parce qu'il n'y a pas ce swap à reine à faire. Il n'y a pas, par défaut, on est sur une indexation à reine classique. Évidemment, on est quand même exposé au risque parce qu'on est toujours exposé à l'évolution de la reine, à l'écrêtement. Et donc, finalement, si on ne se concentre que sur les prises de position qui restent à faire en base et en pic, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Donc, c'est assez, pas beaucoup de clics à faire et c'est pour ça qu'il ne reste pas grand-chose. Ensuite, si on enchaîne avec la configuration suivante, c'est une configuration qui a été évoquée à plusieurs reprises lors de ce forum énergie et que évoquait aussi Agnès en préambule, c'est celle du bloc plus spot. Alors, c'est une vision un peu, qui est à la fois plus mature parce qu'on la rencontre moins souvent, mais qui finalement qui est moins complexe en réalité dans la mise en œuvre, parce que finalement tout va se faire presque tout seul. Vous allez avoir un volume qui peut être un volume généralement en ce moment à Rennes, et ensuite vous allez avoir potentiellement une partie en base ou enfin une partie sur des prix à terme, et puis vous allez pouvoir avoir un reliquat plus ou moins important que vous allez laisser au spot. Donc l'inconvénient du spot, c'est que en termes de visibilité budgétaire, c'est pas terrible du tout parce que vous allez, contrairement aux clics, parce que quand vous faites des clics, vous définissez à différents moments vos prises de position, mais au moment où vous démarrez l'année, vous connaissez la moyenne de vos clics et vous allez connaître votre prix qui va être appliqué sur votre contrat. Là, le spot, c'est le mois. Donc, vous n'allez pas connaître votre prix. Donc là, l'inconvénient, c'est la visibilité budgétaire. L'inconvénient aussi, c'est que vous allez subir potentiellement beaucoup plus fortement la volatilité des prix, avec potentiellement des prix très hauts, comme en ce moment, et parfois des prix très bas, comme l'année dernière. Donc, Agnès l'a dit tout à l'heure, on a en moyenne eu des prix en spot plus bas que les marchés à terme en moyenne, parce que souvent, les prix à terme, le marché anticipe une certaine
on va dire, essaye de se prémunir et a tendance à être un tout petit peu pessimiste par rapport à la réalité des choses au moment de l'exécution du contrat. Mais il arrive des configurations, encore une fois, deux fois sur les 8 dernières années et comme en ce moment, où les prix en spot peuvent être plus élevés. Donc, il ne faut sans doute pas avoir l'intégralité de son type de prix mis au spot, mais si vous en laissez, voilà, peut-être ne serait-ce que la couverture de l'écrêtement à Rennes, ça peut avoir du sens de la mettre justement au spot, parce que ça, voilà, ça en laisse une partie. Et comme on l'a dit aussi en préambule, ça permet de diversifier votre typologie de prix entre des prix marché futurs, des prix au spot, de l'arène. Et en faisant tout ça, ça vous lissez un petit peu plus vos aléas et vous lissez un petit peu plus les prises de risque. Si on revient sur les curseurs, hein, donc la maturité, je vous disais, elle est un peu plus forte parce que globalement, c'est quelque chose qu'on rencontre moins et qui est en général qu'on rencontre plus sur des industriels un peu plus électro-intensifs. Mais en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça, puisque finalement, ça s'opère tout seul. L'exposition au risque, je vous dis, ça lisse tout seul. Donc finalement, il y a un petit peu moins d'aléas, mais si ce n'est que vous allez subir complètement les variations des prix de marché. Et la captation d'opportunités, là, c'est moins le cas, puisque vous n'êtes pas en train de vous dire, là, les prix sont très bas, je fixe tout, sachant que ce n'est pas parce que vous avez des prix au spot, d'ailleurs, que vous ne pouvez pas basculer aussi sur fixer une partie de votre prix quand le prix, par exemple, tombe très bas. Hein. Imaginons que vous aviez laissé votre prix flottant pendant, par exemple, pour une partie de votre volume. Si à un moment donné, les prix baissent, vous avez la possibilité aussi toujours de fixer votre prix sur les trimestres qui restent. Donc, ça peut malgré tout être une opportunité de capter des baisses de marché. Et puis, toujours dernier slide aussi sur cette typologie de prix, de typologie de prix, c'est lié donc au PPA. Donc, ça permet encore de diversifier, puisque là, l'idée, c'est d'avoir une part, alors aujourd'hui, qui n'est pas très élevée, qui sera difficile d'avoir à 100% sur les PPA. On parle plutôt de 10, 15, 20% en général. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est encore en plein essor. C'est dans l'historique des PPA qui ont pu être mis en œuvre en France, en tout cas, ça concerne surtout des gros consommateurs, des grosses structures, celles qui ont de la visibilité budgétaire sur pas mal d'années. Donc, c'est un peu plus complexe, ça demande un peu plus de maturité parce qu'il y a l'articulation avec un agrégateur. Mais globalement, ça se démocratise. Les fournisseurs font beaucoup plus, proposent de plus en plus ces types d'offres. On sait que dans certains pays limitrophes, c'est quelque chose qui se développe aussi à vitesse grand V. Donc, gageons que ce mécanisme va prendre de l'essor et qui participera à la diversification de la typologie de vos prix, puisque vous pourrez à la fois avoir peut-être un bout de PPA, de l'arène tant que l'arène existe, ou un éventuel mécanisme qui prendra la suite, la base du pic, des prêts à clic, des swaps. Voilà, donc là, on est sur une articulation un peu maximale, mais c'est cette articulation-là qui peut vous permettre aussi finalement de vous protéger, de lisser avec des visions un petit peu plus long terme sur les prix de marché d'électricité. Encore une fois, en ce moment, hein, on subit des hausses très fortes, donc on se pose 10 000 questions. Après, si on essaie d'avoir une vision un petit peu plus long terme, on peut essayer de se rassurer et de diversifier ses approches. Agnès, je crois que c'est si on passe maintenant à la suite, sur la façon de fixer son prix quand on a des prêts à clic. C'est ça. Donc oui, comme ce qui est précisé dans le titre, donc choisir sa structure de prix, c'est bien, fixer son prix, c'est mieux. Donc justement, c'est vraiment une question une situation auquel vous êtes nombreux à être confrontés en tant qu'acheteur, c'est comment cliquer, comment savoir le moment opportun. Donc c'est difficile de déterminer le moment opportun comme on a vu dans les statistiques, mais par contre, on peut mettre des stratégies pour justement essayer de lisser son prix, essayer de cliquer de manière intelligente, on va dire, plutôt que de cliquer de manière totalement aveugle. Donc l'une des premières stratégies, donc c'est un lissage de prix. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur une
offre à clic, donc vous avez plusieurs clics, vous pouvez diviser en fait votre période, donc là où vous pouvez cliquer en plusieurs en fonction du nombre de clics dont vous disposez. Donc en l'occurrence ici en 4 périodes. Et donc l'idée c'est que pour chaque période, vous regardez chaque période indépendamment et que vous cliquez au moment qui vous semble le plus opportun. Donc par exemple ici à ce moment-là, et en plus celui-ci. Donc, vous pouvez bénéficier justement des baisses et de cliquer justement, avoir des clics d'opportunité, notamment si vous voyez que le prix est vraiment, vraiment intéressant. Et par contre, bien sûr, ce qu'il faut retenir sur cette stratégie, donc c'est si vous êtes vraiment que sur une phase de hausse, il faut vraiment s'obliger en fait à cliquer à la fin de l'année, quoi qu'il en coûte, pour vraiment tenir cette stratégie et finalement avoir un prix moyen qui est la résultante des clics et qui est finalement proche en fait de la moyenne des prix constatés sur le marché. Donc ça permet finalement de ne pas être décorrélé de ce que certains par exemple de vos concurrents auraient pu réaliser sur le marché et d'avoir finalement un prix représentatif des conditions. Une deuxième stratégie, donc c'est bien sûr de mettre des plafonds et des planchers. Donc sur le graphique-là, vous voyez qu'on fixe un premier plancher. Donc c'est prix plancher et plafond. Donc c'est finalement se mettre un budget cible. Donc ce budget cible, en fait, il est à calculer en fonction de votre direction, pour partager justement avec votre direction, et puis voir aussi avec votre fournisseur. Finalement, j'ai un budget cible de, je ne sais pas, 10 millions d'euros. Finalement, quel est le prix que je dois toper? Et donc à partir de ça, vous pouvez définir finalement une différence entre le prix actuel et le prix plancher. Donc là, on fixe un premier prix plancher, on l'atteint, donc on fixe une partie de son volume. Et bien sûr, si le marché est toujours à la baisse, il faut penser à fixer un nouveau prix plancher qu'on atteint une deuxième fois. Et donc finalement, on peut refaire un troisième prix, bon finalement dans cette configuration qui ne sera jamais atteint, mais ça permet justement d'avoir déjà cliqué 2 fois sur des prix à la baisse. Dans le même temps, il est aussi important de se mettre des plafonds. Donc, ce qu'on peut faire, c'est des plafonds adaptatifs. Donc, comme je disais ici, on peut se fixer par exemple 5 € du mégawattheure. Donc, ça, c'est finalement un budget qui est supportable par votre entreprise et qui est validé par vos soins et par votre direction. Mais ce qui peut être intéressant, c'est justement de le rendre adaptatif. Donc, c'est ce qu'on appelle un stop loss. C'est-à-dire que le prix entre le prix du marché et le plafond que vous avez fixé ne dépasse jamais les 5 €. Donc, c'est-à-dire que là, sur la première partie, le prix plafond reste à l'identique, mais quand le prix commence à diminuer, finalement, le plafond s'adapte et en fait, vous avez toujours 5 € du mégawattheure entre votre prix du marché, au maximum 5 € du mégawattheure entre votre prix du plancher et le plafond. Et donc ça permet justement de diminuer en fait ce prix plafond, de l'adapter en cas de baisse, de tendance baissière du marché et de cliquer finalement à un prix bien inférieur au prix du plafond fixé au départ. Donc une fois, 2 fois. Et en fixant justement un plancher et un plafond, finalement, on arrive vraiment à caper en fait ce marché et à définir finalement une zone restreinte où on va fixer son prix de l'électricité. Donc, je donnerai le dernier mot à Laurent. Oui, voilà, parce que le temps passe vite et on voudrait quand même laisser quelques minutes aussi aux questions-réponses. Donc, voilà, on a essayé de vous présenter rapidement quelques stratégies, quelques typologies de prix. C'est pas toujours simple, on en a bien conscience et que c'est beaucoup de périodes de stress. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il est toujours possible, à un moment donné, de mesurer la performance de ces clics. En fait, c'est ce qu'on voit sur ce graphique avec cette illustration, en essayant de voir la moyenne. Alors, attention, parce que quand on veut essayer de mesurer une performance, il ne faut pas forcément prendre la moyenne de la base et la moyenne de vos clics, puisque en fait, vous ne pouvez cliquer évidemment que sur un contrat qui vous le permet. Donc, il faut regarder la moyenne du marché depuis la signature. Et ça me fait d'ailleurs penser, et ça fait le lien avec le fait que il faut toujours essayer d'avoir encore une fois cette vision un peu long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix sont cotés jusqu'en 2025. Si votre contrat il se termine à échéance 2022, il est potentiellement opportun d'ores et déjà de réfléchir à votre contrat 2023, 2024, 2025, parce que si vous avez des opportunités et si vous voulez lisser le prix, s'il y a des opportunités, il faut que vous ayez un contrat. C'est une palissade, mais à un moment donné, si vous n'avez pas de contrat, vous ne pouvez pas cliquer. Donc,
pensez bien à avoir toujours cette stratégie de long terme pour pouvoir à la fois lisser les aléas et à la fois capter des opportunités. Donc, typiquement, sur cette slide, ça peut vous permettre de repérer ces moments de clic. Je rajoute aussi que, vous l'avez peut-être vu, mais en ce moment, les prix de marché en N+2, N+3 et même N+4 sont sensiblement inférieurs à l'année prochaine. Donc, ça peut être aussi une opportunité de réfléchir à vos prix avec une vision un peu ultérieure. Voilà, on arrive quasiment au bout. Peut-être un mot, on voulait terminer avant de passer aux questions-réponses avec la slide suivante sur le fait que là, on a surtout parlé de la partie fourniture pure. Donc, on l'avait vu dans la première slide, hein, c'était 50% de fourniture, grosso modo 25% d'acheminement, 25% de taxes. Mais même dans la fourniture, vous avez d'autres composantes de coûts qui ne sont pas négligeables, sur lesquelles il faut prendre le temps aussi de s'intéresser. Donc, les C2E, alors les C2E pour tous ceux qui sont non industriels, qui sont tertiaires ou assimilés, qui sont devenus des coûts, vous le savez, de plus en plus élevés. Donc, il faut challenger ce coût. Ils ne sont pas facturés de la même façon entre les fournisseurs. Donc, il faut vraiment s'y intéresser, notamment aussi dans le cadre des révisions. Là, on va changer de période. Il peut y avoir des obligations qui diffèrent. Donc, il faut s'intéresser à ce sujet, à ce surcoût-là, cette composante de coût-là. La capacité, c'est pareil. Beaucoup de sujets à dire, beaucoup de choses à dire potentiellement sur la capacité qui peut aussi avoir des gros écarts, sachant qu'en plus, la capacité, vous savez que l'Arenh comprend la capacité, que ça dépend des enchères. Il y en a eu une hier. Donc, il peut y avoir, votre contrat peut dépendre du PRM, c'est-à-dire de la moyenne des marchés, ou alors du PREC, de la dernière enchère. Vous pouvez aussi fixer des mandats. Donc, voilà, on ne va pas rentrer parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi un coût sur lequel vous devez vous pencher parce que ça peut vraiment faire la différence entre les différents fournisseurs. Et puis, on voulait ouvrir aussi, bien sûr, sur les garanties d'origine, qui est là aussi une composante de coût qu'on retrouve dans la fourniture, qui est plus ou moins élevée, qui actuellement n'est pas si élevée que ça, par rapport, par exemple, à du biométhane. On est pour l'électricité. Et donc, en fonction de la technologie que vous avez, l'origine géographique, vous pouvez avoir des fournisseurs qui sont en capacité de vous proposer des prix plus ou moins attractifs. Donc, ne pas oublier d'intégrer aussi cette composante de coût dans la comparaison des offres de vos fournisseurs. Voilà, écoutez, on est à peu près dans le timing, un peu plus de 40 minutes sur cette partie de présentation. Donc, je vois qu'il y a deux questions qui ont été posées. Donc, on va tâcher d'y répondre et puis peut-être que ça suscitera d'autres réponses au passage. Donc, la première, c'est peut-être pour toi, Agnès, quand nous sommes en bloc plus spot, le bloc peut être un PPA. Oui, bien sûr. C'est justement, donc c'est vrai qu'on on vous a présenté un certain nombre de structures. L'idée, c'est vraiment de mixer ces différentes mécanismes, donc le marché à terme, l'Arenh, le bloc, le spot et les PPA. Donc oui, bien sûr, le PPA, étant donné que c'est l'équivalent, c'est un bandeau, vous pouvez le considérer comme un bloc et l'intégrer dans votre structure bloc plus spot. Il y avait une autre question que je vous repère dans le module de discussion qui était jusqu'à quand les prix de l'électricité en France vont monter? Bonne question. On n'en sait rien. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas. Évidemment, on est comme tous, comme chacun d'entre vous, on est effaré chaque jour de voir les prix monter aussi à un prix aussi élevé. Je crois qu'on est à plus de 71 € encore aujourd'hui. Donc, on n'a pas d'idée. On vous a montré dans la présentation qu'effectivement, les fondamentaux, notamment via le carbone, le CO2, étaient haussiers. On a une activité, une reprise économique qui est soutenue. Donc, on ne va pas souhaiter de crise économique. Donc, on peut se dire qu'effectivement, ça peut monter. Mais maintenant, on arrive à des prix où les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives. Donc, les énergies renouvelables ne vont pas se construire du jour au lendemain, mais on voit que dans certains pays, elles se développent à vitesse grand V. C'est le cas de l'Espagne, avec notamment tout ce qui est photovoltaïque. Mais on a de plus en plus de projets et de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces PPA et gageons que c'est justement les réflexions en cours du gouvernement pour un éventuel, pour pouvoir pousser un peu plus ces mécanismes, notamment dans peut-être de ce qui prendrait la suite de l'Arenh.
Donc, il faudra bien sûr beaucoup plus s'intéresser à cette production d'énergie renouvelable. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on peut espérer au moins que ça agira un peu comme plafond sur les prix de l'électricité, parce qu'effectivement, on arrive à des niveaux quand même qui sont très élevés et on n'espère pas aller aux 100 euros du mégawattheure qui était simulé dans la présentation de tout à l'heure. Après, on peut se dire aussi, c'est que on a on peut espérer, et on l'a vu dans le passé, je crois qu'on l'avait mis en annexe, justement, peut-être Agnès, tu peux l'afficher sur la dernière slide, on peut se remettre aussi en mémoire que les prix de marché, on a déjà connu des périodes de hausse très fortes par le passé, hein, vous voyez, donc on est monté notamment fin 2018, vous voyez, les prix étaient très très hauts, donc là, évidemment, après, ensuite, on a connu la baisse, mais c'est vrai que c'est toujours, voilà, même on monte encore plus loin dans le temps. En 2012, vous voyez, 2012, les prix étaient assez élevés. Et puis, on n'a fait que baisser, baisser, baisser pratiquement jusqu'en mars 2016. Et puis, les prix sont remontés très fortement jusqu'à fin 2018 pour finalement atteindre aussi un point très bas l'année dernière. Donc, est-ce que la suite va être à nouveau une hausse continue ou est-ce que ça va être une stabilisation ou est-ce qu'on va de nouveau baisser? C'est difficile à dire et malheureusement, parce que justement, on ne sait pas les prédire, qu'il faut varier son approvisionnement, peut-être mixer un peu plus voilà, ses prix, et puis après, partager en interne avec vos directions, simuler, voir jusqu'à quel point vous êtes en capacité d'absorber des prix, enfin cette hausse budgétaire, réfléchir à une approche plus long terme, justement, puisque aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, les prix en marché en N+2, N+3 et même N+4 sont plus bas. Donc, vous pouvez toujours aussi négocier et moyenner avec vos fournisseurs les prix, de façon à ce que la marge de l'escalier pour l'année 2022 soit moins haute. Ça, c'est vraiment aussi une possibilité hein, de moyenner cette hausse. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à vous, mais impossible de définir quels seraient les prix, comment vont évoluer les prix dans les mois à venir. Si ce n'est que dire que quand même globalement les fondamentaux sont plutôt aussi. 47 minutes, voilà, on est tout juste dans le timing puisqu'on a démarré avec une minute à 11h31. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant sur le webinaire. Donc n'hésitez pas, de toute façon, vous avez, je crois qu'il y avait nos coordonnées et puis je pense que de toute façon, vous pourrez facilement les retrouver le cas échéant. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. On espère que ça vous aura intéressé. Et puis, on vous dit peut-être une prochaine fois à un autre forum ou un autre webinaire. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.